En 2017, l'ONU a proclamé que l'année 2024 serait celle des camélidés. Dromadaires, alpagas ou lamas, tous jouent un rôle essentiel dans certaines régions du monde. Cette année, ils sont mis à l'honneur pour qu'on les découvre autrement et qu'on comprenne leur importance écologique et culturelle. Dans cette vidéo, on va vous parler des liens entre les humains et les camélidés à travers leur domestication en Amérique du Sud. La domestication, c'est le contrôle du cycle de vie et de reproduction d'une plante ou d'un animal par l'humain, où ce dernier octroie des soins ou de la nourriture. Comme de nombreuses définitions en science, le sens du terme continue d'évoluer. Les domestications sont complexes et différentes selon les aires géographiques et êtres concernés. Les animaux sont domestiqués depuis longtemps sans qu'on sache vraiment pourquoi. C'est la somme de facteurs climatiques, démographiques, sociétaux ou encore cognitifs qui semblent être responsables de ce long processus. D'ailleurs, on ne passe pas du sauvage au domestique. Ce processus s'est fait progressivement au rythme des interactions entre l'humain et l'espèce. Le début du processus de domestication des camélidés en Amérique du Sud, c'était il y a 7000 ans. Depuis, les camélidés ont évolué. Par exemple, l'humain a cherché à contrôler son espace avec la captivité. Ça peut affecter son squelette ou encore son comportement. Donc, on n'a pas vraiment de réponse précise là-dessus, mais on sait aujourd'hui que c'est l'accumulation de ces facteurs, donc des changements climatiques, des changements sociétaux. Il y a aussi probablement une part peut-être de changement cognitif chez l'humain, tout ça qu'on conduit à une relation qui va s'intensifier, qui va changer entre l'animal et l'être humain. Elle, c'est Manon Lenéen, post-doctorante en archéozoologie. Donc, je suis Manon Lenéen, je suis actuellement postdoctorante en archéozoologie et j'étudie les camélidés dans les civilisations préhispaniques. Et je vais travailler sur différentes problématiques, et notamment la domestication ou encore la diffusion de ces camélidés à travers le temps et l'espace dans les Andes. C'est actuellement depuis les Andes centrales, à Teler-Machai, qu'elle étudie les camélidés andins, comme les lamas ou les alpagas, dans les civilisations préhispaniques. À travers diverses méthodes, Manon explore comment ces animaux ont été domestiqués et se sont répandus dans les Andes, influençant les modes de vie, les échanges et les pratiques culturelles dans les peuples de la région. Comme Manon l'explique dans ses écrits, on retrouve deux espèces de camélidés avant la domestication en Amérique du Sud, le guanaco et la vigogne. C'est difficile de connaître avec certitude leurs aires de répartition respectives. Et pour cause, les conquêtes européennes brouillent actuellement les pistes des chercheurs et chercheuses. Comme les populations humaines, la plupart des espèces de camélidés vont être exterminées à cette période, et leur aire de répartition va être changée. On sait que le guanaco, lui, il va avoir une aire de répartition assez différenciée. Donc, on sait qu'il peut être retrouvé à la fois en altitude, dans les vallées, mais aussi sur la côte. Tandis que la vigogne, elle, elle va avoir une écologie un petit peu plus restrictive et elle va vraiment vivre plutôt en altitude, autour des 3500 mètres. Ce qu'on sait, c'est que les lamas et les alpagas ne se répartissent pas au même endroit que leurs ancêtres. Il y a désormais 3 centres de domestication. On s'accorde aujourd'hui pour dire qu'elle se fait dans cette altitude et notamment dans l'écosystème de la Puna, donc qui correspond à des prairies de haute altitude dans les Andes. On s'accorde aujourd'hui pour dire qu'il y a 3 centres de domestication qui vont être répartis dans deux aires qui sont en fait deux aires culturelles avec un centre de domestication dans les Andes centrales, donc qui va correspondre au Pérou, et deux centres de domestication qui sont localisés dans les Andes centrales du Sud et qui, eux, vont se trouver au nord du Chili et au nord de l'Argentine, au nord-ouest de l'Argentine. Pour savoir comment s'est déroulée la domestication des camélidés, les chercheurs et chercheuses vont principalement étudier les os. Les zooarchéologues comme Manon vont utiliser des méthodes de datation sur ces restes animaux. Mais tout autre indice qui permettrait d'expliquer les interactions entre les humains et les camélidés intéresse les zooarchéologues. Maintenant, vraiment, quand on veut dater un processus de domestication, l'idéal, c'est de pouvoir dater l'ossement de l'animal dont on cherche à reconstruire la domestication. Donc, le meilleur outil, ça va être dater l'os et l'os du camélidé
par exemple avec la méthode de la datation au radiocarbone, pour avoir une date précise de cet événement de domestication. L'idéal aussi, ça va être d'utiliser des stratigraphies archéologiques avec des grandes chronologies. Au-delà de la datation, donc il faut dater l'os du camélidé et aussi, surtout, il faut pouvoir retrouver des indices donc d'un animal sauvage ou domestique, ou en tout cas d'un animal interaction avec l'humain a changé. Et c'est là tout le défi et le métier de l'archéozoologue qui travaille sur ces questions. Le camélidé sud-américain est extrêmement important pour les populations préhispaniques, mais aussi actuelles. C'est le seul grand mammifère qui a été domestiqué sur tout le continent sud-américain. Au départ, ils vont principalement fournir des services alimentaires, avec leur viande, vestimentaires avec leur laine, ou encore techniques avec la fabrication d'outils à partir de leur peau et de leurs ossements. Leurs excréments vont également servir à faire du feu et à nourrir les sols. Et donc au départ, quand l'homme va chasser les camélidés, c'est un animal qui va lui fournir plusieurs services. Donc c'est un animal qui va fournir de la viande, c'est un animal qui va pouvoir fournir aussi de la fibre, de la laine, parce qu'ils ont vraiment une fibre importante. La vigogne est notamment l'animal qui a la fibre la plus fine de tous les animaux. Et l'animal va aussi pouvoir fournir de la peau, qui va servir à faire différents outils, des vêtements, mais aussi peut-être des parois, des choses comme ça. Les ossements vont aussi servir à fabriquer des outils. Aussi utiliser le fumier de ces animaux pour notamment faire du feu ou amender les sols, ce qui est important dans une région où il y a très peu d'arbres, en Amérique du Sud et notamment dans les zones centrales et en altitude dans la Puna, on a pratiquement, il n'y a pas d'arbres, il y a un petit peu des roseaux, des choses comme ça, mais du coup pour faire du feu, avoir les excréments des camélidés, c'est important. La domestication a aussi permis aux camélidés de jouer un rôle clé dans les échanges interrégionaux. Prenons l'exemple du lama. Capable de porter de lourdes charges, il a permis la formation de caravanes qui facilitent les échanges entre les communautés des Andes. Non seulement ça facilitait les échanges, mais ça contribuait aussi à la structuration des sociétés, ce qui a permis une économie plus diversifiée et une circulation des ressources, même à travers des territoires difficiles d'accès. Le fait d'avoir un animal qui nous fournit un port de charge plus important, on va pouvoir développer du commerce, des échanges à plus grande échelle et du coup peut-être modifier une organisation sociale. Alors dans quel sens c'est, ça on peut pas trop dire. Est-ce que c'est la cause, est-ce que c'est la conséquence? Mais en tout cas, le camélidé a permis l'émergence de véritables routes de circulation probablement des biens et des personnes et qui ont participé à cette émergence notamment de toutes les civilisations préhispaniques et des grandes civilisations comme quand on pense aux Incas, des choses comme ça, où là le camélidé domestique, grâce à la mobilité qu'il a permis d'accéder, en tout cas dans le temps et dans l'espace différemment à l'espace et aux régions. On pourrait se demander quel impact ces pratiques de domestication ont eu sur l'environnement naturel des camélidés. Quand ils sont domestiqués, ils vivent dans des espaces restreints et ça peut changer les sols. Par exemple, leurs déchets, en se concentrant dans un même endroit, enrichissent les sols en azote. Mais contrairement à d'autres animaux, les camélidés causent moins de dégâts de surpâturage. C'est lié à leur morphologie. Au lieu des sabots, ils ont des coussinets souples qui minimisent l'érosion des sols. Il va y avoir plus d'azote dans les sols et en fait ça c'est lié notamment à la concentration des camélidés dans un espace où en fait le fait de vivre dans cet espace, donc le camélidé, les fécaces, tous les déchets que va produire l'animal vont enrichir les sols. Donc ça, il va y avoir des changements de cette façon. C'est des hypothèses qu'on a pour essayer de retrouver potentiellement aussi des mises en captivité. Et il y a aussi le surpâturage dans des endroits, mais bon, chez les camélidés, ça se voit un petit peu moins parce que c'est un animal a priori, qui détruit quand même pas trop les sols. Parce que le camélidé, il n'a pas je pense que ça doit être lié à son pied, hein, il n'a pas un sabot, il a un espèce de coussinet plus élastique, un peu plus souple. Pour résumer, les camélidés sud-américains, domestiqués depuis des millénaires, ont aidé les populations andines à survivre dans des espaces montagneux parfois difficiles. De Vigogne et Guanaco à Lama et Alpaga, l'ensemble de ces espèces ont permis le transport, ont fourni la nourriture et les matériaux de base
rendant possible des modes de vie uniques dans des régions isolées. Face aux défis environnementaux d'aujourd'hui, ces animaux rappellent l'importance de solutions locales et adaptées. Comprendre leur rôle et leur contribution permet de saisir leur utilité concrète et la nécessité de les protéger, eux et leur habitat. Voilà, c'est bon. Ouais. Un grand merci à Manon Le Nain d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, à la revue Espèces de nous avoir autorisé à utiliser ses illustrations et au restaurant Bistro Bayad de nous avoir accueillis pour le tournage. Cette vidéo a été produite dans le cadre du colloque Camélidée par le Master ISM avec le soutien d'Aix-Marseille Université et Amidex. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à la partager. À bientôt.